Intitulé La planification de l'immigration au Québec pour la période 2024-2027. Madame la secrétaire, y a-t-il de remplacement? Oui, Madame la Présidente, Madame Picard-Soulanges est remplacée par Madame Bogmans-Iberville, Madame Tardy-Laviolette-Saint-Maurice par Monsieur Lemieux-Saint-Jean, Madame Garceau-Robert-Baldwin par Monsieur Desragines-Nelligan, Madame Price-Darcy-McGee par Madame Lacoyane-Olivier Chemédé et Madame Massé-Sainte-Marie-Saint-Jacques par Monsieur Clich-Rivard Saint-Henri-Sainte-Anne. Merci beaucoup. Alors, nous entendrons ce matin les groupes suivants. Le premier, le commissaire à la langue française, et nous allons poursuivre avec Monsieur Marc Termotte. Je souhaite donc la bienvenue au commissaire de la langue française. Je vous rappelle que vous disposez d'une période de 10 minutes pour votre exposé, puis nous procéderons par la suite à la période d'échange avec la ministre et avec les parlementaires. Alors, vous allez pouvoir débuter en vous présentant. Merci. Bonjour. Alors, bonjour à tous, Madame la ministre, Mesdames, Messieurs les députés. Je vous remercie vraiment de me recevoir aujourd'hui. Je suis accompagné aujourd'hui de mon secrétaire général, Dominique Bédard, ainsi que de Fiacre Zouni et Gabi Audet, qui sont professionnels dans mon équipe. Alors, un mot pour vous rappeler le mandat du commissaire à la langue française. C'est un poste qui a été créé l'an dernier à la suite de l'adoption de la loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français. La loi charge notamment le commissaire de faire le suivi de la situation linguistique, de faire le suivi des mesures que le gouvernement prend pour assurer la pérennité du français et de recommander des mesures susceptibles de favoriser l'usage du français comme langue commune. C'est donc avec un grand intérêt que j'ai pris connaissance du document de consultation et je me réjouis de l'importance qu'on y accorde à la pérennité de la langue française. Alors, nous le savons, la situation linguistique au sein de la population immigrante est de plus en plus déterminante pour l'avenir du français. Depuis plusieurs décennies, une proportion importante d'immigrants optent pour la langue française. Donc aujourd'hui, on a environ 60 des immigrants qui utilisent principalement le français au travail et dans l'espace public, et on a un 20 supplémentaire qui l'utilisent soit à égalité, soit de manière secondaire aux côtés de l'anglais. Alors, c'est beaucoup, mais si on souhaite maintenir la place relative du français au Québec, il faut que ce soit encore plus. Alors, l'objectif principal de mon intervention aujourd'hui, c'est de vous proposer d'établir une cible d'utilisation du français dans l'espace public au sein de l'immigration économique. Alors, je propose d'établir une cible que je fixe à 85 et je recommande au MIFI de produire des données qui vont permettre de vérifier annuellement l'atteinte de cette cible et aussi de rendre l'augmentation des volumes d'admission conditionnelle à son atteinte. Alors, prenons d'abord un pas de recul. On observe pour toutes les cohortes d'immigration arrivées depuis les années 80 un 25 à 30 de personnes qui optent de manière prédominante pour l'anglais dans la vie publique, soit une proportion qui est 2 fois plus élevée que celle que l'on retrouve dans la société d'accueil. C'est une situation qui crée une pression continue sur la place relative du français, particulièrement dans les Grands Montréal. Le nombre de personnes qui utilisent le français augmente, mais le nombre de personnes et la fréquence avec laquelle on utilise l'anglais augmente encore plus rapidement. Alors, pour que l'immigration ait un effet neutre sur le poids de chaque langue dans l'espace public, il faudrait qu'elle fasse croître les deux à une vitesse équivalente. Alors, pour le dire simplement, il faudrait que les personnes immigrantes utilisent l'anglais environ 2 fois moins souvent que ce qu'elles font actuellement et ce qu'elles ont fait dans les dernières décennies. La recherche menée depuis des décennies a permis de documenter de façon exhaustive les facteurs qui favorisent l'adoption de l'anglais dans la vie publique. Le fait d'avoir un bon niveau d'anglais à l'arrivée, le fait d'étudier en anglais, incluant aux études supérieures, le fait de provenir d'un pays ou d'une communauté où l'anglais joue un rôle véhiculaire, sont tous des facteurs étroitement liés au fait d'opter pour cette langue dans l'espace public. On sait par ailleurs qu'une part importante de l'immigration qui opte historiquement pour l'anglais est très difficile à rejoindre par les efforts de francisation. Dans certains cas, ça peut être en raison d'une offre insuffisante. Dans d'autres cas, c'est parce que l'apprentissage du français exigerait un investissement lourd en termes de durée et d'intensité, alors que les gens peuvent parvenir, des fois sans trop de difficultés, à fonctionner en anglais, particulièrement à Montréal. Alors, la consultation gouvernementale mise sur 2 changements réglementaires importants afin d'accroître la place du français dans l'immigration économique. D'abord, exiger des requérants principaux une connaissance minimale du français. Ensuite, créer une voie accélérée pour les personnes qui ont étudié en français. Ces propositions touchent directement 2 des facteurs les plus fortement associés à l'utilisation du français dans l'espace public: la connaissance du français à l'arrivée et la langue des études. J'ai cherché à estimer quel pourrait être l'effet de ces modifications sur l'utilisation du français chez les personnes admises à l'immigration économique. Alors, pour référence, au recensement de 2021, 62 des immigrants économiques travaillaient le plus souvent en français, 26 le plus souvent en anglais et 10 dans les 2 langues.
Si on répartit les réponses multiples entre l'anglais et le français, et si on exclut les autres langues qui jouent un rôle marginal sur le marché du travail, on arrive à un ratio de 68 % pour le français et de 32 % pour l'anglais. Selon mes calculs, les mesures proposées permettront d'atteindre une proportion beaucoup plus élevée. On pourrait atteindre au sein de l'immigration économique un 79 % pour le français et un 21 % pour l'anglais. Pour ce qui est de l'immigration totale, le ratio serait plutôt de 76 % pour le français et de 24 % pour l'anglais. Alors, je tiens à préciser, ce sont des estimations nécessairement très approximatives compte tenu des données qui sont à notre disposition et des incertitudes. Elles donnent néanmoins un aperçu de l'ampleur des changements auxquels on peut s'attendre. Dans tous les cas, la proportion se rapprocherait, mais elle n'atteindrait pas tout à fait le niveau nécessaire pour éviter que l'immigration, de manière générale, fasse baisser la place relative du français. Je note plusieurs incertitudes quant aux répercussions que pourraient avoir les mesures proposées. On sait qu'un grand nombre de personnes admises connaîtront le français, mais ce n'est pas parce qu'on connaît le français qu'on l'utilise de manière prédominante. D'abord, la plupart des immigrants qui connaissent le français connaissent aussi l'anglais. Parfois, ils connaissent l'anglais mieux que le français et ont tendance à préférer son utilisation. Ensuite, les niveaux de français qui seront exigés, soit les niveaux 5 et 7, sont vraisemblablement inférieurs à ceux qui seraient nécessaires pour permettre aux gens d'exercer pleinement leur profession en français, ce qui pourrait également les inciter à utiliser l'anglais s'ils maîtrisent mieux cette langue. Finalement, on ne sait pas comment vont évoluer les conditions d'accueil. Le déploiement de Francisation Québec, par exemple, pourrait éventuellement mener à une hausse plus marquée de l'utilisation du français, mais je pense qu'on doit modérer nos attentes puisque l'expérience des dernières décennies montre que les personnes qui optent pour l'anglais à l'arrivée sont assez peu susceptibles de changer par la suite pour un usage prédominant du français. Alors, de mon point de vue, le principal enjeu avec la proposition qui est sur la table est qu'il sera difficile d'en faire le suivi. Pour savoir si le français réussit à tirer son épingle du jeu dans l'immigration permanente, je devrais attendre les données du prochain recensement, qui seront diffusées à l'automne 2027, alors que la prochaine planification de l'immigration sera déjà prête. Si on considère le temps qui sera nécessaire pour analyser les données et modifier les programmes en conséquence, ça veut dire qu'on pourra au mieux corriger le tir à partir de 2029. C'est ce qui justifie vraiment la proposition principale que j'avance dans mon mémoire. Si on veut pouvoir ajuster le tir sans devoir attendre 4 ou 5 ans, il faut mettre en place un mécanisme de suivi qui va nous permettre d'ajuster la sélection des immigrants d'une manière agile en fonction des résultats obtenus. Plus précisément, je propose au ministère de créer une enquête de relance auprès des immigrants économiques admis dans l'année. L'enquête devrait prévoir un échantillon permettant l'analyse des principales variables qui influencent l'utilisation du français, incluant la connaissance du français et de l'anglais à l'arrivée, le pays d'origine, la langue des études, le domaine d'emploi. Pour fin de comparaison, l'enquête pourrait aussi couvrir les personnes parrainées et les personnes réfugiées. Pour ce qui est des indicateurs, je propose de reprendre les deux plus connus pour ce qui est de l'espace public, à savoir l'indicateur de langue de travail utilisé par Statistique Canada et l'indicateur de langue d'usage public utilisé par l'Office québécois de la langue française. L'utilisation de la langue de travail permet de faire le pont avec les données riches et exhaustives du recensement canadien, alors que l'utilisation de l'indicateur de langue publique permet de couvrir les personnes qui n'occupent pas d'emploi. Pour ce qui est de la cible à atteindre, je pars du principe que l'on souhaite au minimum qu'une éventuelle hausse de l'immigration économique ne vienne pas accélérer un recul du français. Pour y arriver, il faut que le français soit utilisé au moins aussi souvent dans l'immigration économique que dans la population en général. Dans le mémoire, je montre que la cible qui permet d'atteindre ce résultat se trouve entre 83 et 87 % après répartition des réponses multiples et exclusion des langues autres que le français et l'anglais. Alors, pour simplifier les choses, je propose d'adopter une cible de 85 % pour le français et de 15 % pour l'anglais, comme langue utilisée le plus souvent en public. À noter que le mécanisme que je propose concerne uniquement les immigrants économiques adultes et ne vient pas résoudre les enjeux que l'on observe chez une partie des personnes parrainées, des personnes réfugiées et n'ouvre pas la question au pli de l'immigration temporaire. Pour ce qui est des seuils d'admission, l'enjeu est simple. Si on ne réussit pas à atteindre la cible proposée, l'effet de l'immigration sur la place du français pourrait demeurer globalement négatif et le sera d'autant plus que les volumes d'admission seront élevés. Pour cette raison, je propose de rendre la hausse des seuils d'admission conditionnels à l'atteinte de la cible d'utilisation du français au sein de l'immigration économique. Pour ce qui est de l'échéancier, je propose de déployer l'enquête de relance dès le début de 2025 auprès des personnes adultes admises en vertu des nouvelles règles.
Si la cible de 85 % est atteinte, on pourrait alors augmenter les volumes d'admission de l'immigration économique à partir de 2026, soit une année plus tard que ce qui est proposé dans le scénario 1. En revanche, si la cible n'est pas atteinte, la hausse serait reportée le temps d'ajuster les critères d'admission et le plan d'invitation du ministère. Alors, j'arrive à la conclusion. Simplement mentionner que je propose également de ne pas considérer dès maintenant comme étant hors seuil les personnes admises au volet diplômés du Québec du PEC. Les personnes diplômées des universités francophones sont en effet les plus susceptibles d'utiliser le français au travail et doivent être admises de manière prioritaire. Cependant, le fait de les considérer hors seuil rendrait plus difficile l'atteinte de la cible au sein de l'immigration économique. Alors, cela dit, si on peut démontrer, au bout d'un an ou deux, qu'on est capable d'atteindre la cible de 85 % sans difficulté, cette décision pourrait être réévaluée. Alors, j'en profite pour conclure, simplement pour mentionner que le mémoire présente aussi d'autres recommandations complémentaires que je vous invite à consulter et par rapport auxquelles il me fera plaisir de répondre à vos questions. Voilà. Merci beaucoup, M. Dubreuil. Nous allons donc entamer la période d'échange et je me tourne du côté de la banquette gouvernementale. Madame la ministre, vous allez au total une période de 14 minutes. La parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Alors, merci, Monsieur le Commissaire et Monsieur le Secrétaire général. Merci de prendre part à cet exercice. D'une part, je voudrais saluer, Monsieur le Commissaire, le fait que vous avez revêtu vos habits de commissaire très rapidement et que vous êtes mis au travail vraiment très rapidement. Et je salue, en fait, le mémoire que vous avez déposé dans le cadre de cette commission parlementaire. Je constate que vous nous partagez dans un premier temps des informations, des données fort pertinentes, fort éclairantes. Et ça, c'est tout à votre honneur. Et par ailleurs, vous avez voulu vous montrer aussi constructif, au sens où vous êtes allé plus loin que la présentation des données. Vous avez aussi cherché à nous aider à avancer sur ce chemin pour mettre en valeur le fait français, la langue française au sein de la population immigrante. Donc, un merci pour ça également. Vous avez vu qu'on était très actifs ces derniers temps et même depuis plusieurs années en lien avec le fait français. Au printemps dernier, on a proposé en fait une réforme importante de nos 5 programmes d'immigration économique pour mettre en valeur le fait français. On a également mis sur pied Francisation Québec au cours des dernières semaines, un organisme qui va desservir un bassin très large de clientèle. On a, de manière plus lointaine, doublé le budget de la francisation au Québec. On a donné accès également aux mesures de francisation aux immigrants temporaires, ce qui n'était pas le cas avant notre arrivée. Donc, moi, j'aimerais vous entendre sur le jugement que vous portez quant à ces différentes actions. En quoi change-t-elle la donne pour le fait français, particulièrement au sein de la population immigrante et plus largement québécoise? Oui. Alors, c'est sûr que pour ce qui est des changements réglementaires qui sont proposés, je l'ai mentionné, là, je vais peut-être le répéter, ça va amener l'utilisation du français au sein de l'immigration à des niveaux qu'on n'a pas vus historiquement. Donc, je le maintiens, ça ne sera peut-être pas suffisamment élevé pour atteindre vraiment le niveau dont on a besoin pour dire que globalement, l'immigration fait croître la proportion de Québécois qui utilisent le français, mais franchement, il y a quelque chose là-dedans qui vient quand même là, propulser l'utilisation du français à des niveaux qui historiquement n'ont pas été observés. Ensuite, vous faites référence, je crois, beaucoup au déploiement et à l'engagement envers Francisation Québec. Donc, moi, je me suis engagé publiquement. J'ai déjà eu des discussions, en fait, avec votre ministère pour voir comment on allait mettre ça en œuvre, mais je me suis déjà engagé à faire une évaluation, un suivi du déploiement de Francisation Québec, et on va aller voir les différents partenaires du ministère pour aller recueillir, en fait, leur point de vue, leurs perspectives, pour être en mesure, dans mon rapport annuel, de présenter une vision globale de la qualité du déploiement et de l'efficacité des mesures. Il y a évidemment, derrière le déploiement de Francisation Québec, je pense, un certain nombre d'objectifs qui font plutôt consensus et auxquels je me rallie entièrement. L'idée d'avoir un guichet unique, par exemple, je pense que c'était quelque chose que plusieurs acteurs réclamaient depuis longtemps. Je pense que c'est quelque chose qui a suscité l'adhésion. Ensuite, on comprend que mettre ça en place, c'est quand même une réforme administrative qui est costaude, hein, puis donc ça prend quand même un certain temps à réaliser. L'idée d'élargir la francisation aux différents publics, je pense que c'est aussi une approche qui était consensuelle,
que ce soit aux personnes qui sont ici avec un permis de séjour temporaire ou encore les gens qui viennent du reste du Canada ou encore la population même du Québec qui n'aurait pas les compétences nécessaires en français. Donc ça, c'est des objectifs qui me semblent tout à fait pertinents. Ensuite, ce que je dirais cependant, c'est que sur la question de la francisation, moi, je maintiens quand même, et je veux envoyer le message aussi, qu'il faut quand même être assez prudent par rapport à ce qu'on peut faire avec des mesures de francisation. Parce qu'on a un historique aussi. On a un historique au Québec des dernières décennies où on a fait de la francisation et on sait que ça peut donner des bons résultats dans certaines circonstances. Mais on sait qu'il y a d'autres circonstances aussi où c'est plus difficile. Quand vous avez des gens, par exemple, qui ont besoin d'une longue francisation, qui ont besoin d'une formation qui a une très grande durée avec une très grande intensité, c'est plus difficile, évidemment, pour l'État de financer l'entièreté de la formation, mais aussi pour les gens, parce que les principaux coûts de la francisation, c'est toujours, évidemment, la personne immigrante qui va les soutenir. Hein. Ce qui coûte le plus cher quand on se forme, c'est le temps qu'on ne passe pas à travailler. Hein? C'est le temps qu'on ne passe pas à faire d'autres choses. C'est les coûts de renonciation, les coûts d'opportunité. Donc, la francisation, elle a fait ses preuves, je pense, dans certains contextes, mais il faut quand même conserver des attentes modérées. Merci. J'aimerais que vous reveniez sur votre analyse, en fait, du PEC diplômé, son impact, en fait. Je ne saisis pas tout à fait pourquoi le fait que ce serait hors seuil nous éloignerait potentiellement d'un objectif. J'aimerais que vous précisiez. C'est que selon mes calculs, et ça va dépendre évidemment ça va dépendre un peu de ce que vous avez dans votre système de déclaration d'intérêt. Ça va dépendre un peu de la nature des candidatures que vous avez. Moi, je ne connais pas les candidatures que vous avez, OK? Donc, c'est sûr que les gens qui diplôment des universités francophones, ce sont parmi les candidats les plus susceptibles par la suite d'utiliser le français en public. Donc, moi, ma lecture, c'est que ça va être assez difficile d'atteindre déjà le seuil de 85 % en travaillant avec le PSTQ. Je pense que c'est possible. Ça va dépendre vraiment de la manière dont vous allez développer votre plan d'invitation, mais je pense que ça, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Si vous enlevez les candidats les plus forts en français du PSTQ et du seuil de 50 000, je pense que vous mettez la barre un peu plus haut. Alors, vraiment, c'est ça mon raisonnement. Mais encore, moi, je ne connais pas non plus quelle est la nature, justement, du profil des gens qui sont dans le système. Peut-être que vous regardez le système et vous dites, bien, sur la base de nos analyses, on pense qu'on a suffisamment de marge de manœuvre pour admettre, je ne me souviens plus le nombre exact pour l'immigration économique, peut-être 30 000 personnes, et atteindre facilement le 85 %. Parce qu'en fait, ce qui est embêtant, puis c'est ce que je note dans mon rapport, c'est qu'en bout de ligne, au Québec, ce qui compte, c'est oui la connaissance du français, mais on connaît la situation aussi dans la grande région de Montréal. Il y a un taux de bilinguisme qui est extrêmement élevé. Il y a une possibilité, dès qu'on parle le français ou dès qu'on parle l'anglais, de faire à peu près tout ce qu'on veut. Donc, ce qui va compter souvent sur le marché du travail, c'est de savoir est-ce que la personne est vraiment plus confortable en anglais ou vraiment plus confortable en français. Hein, souvent, ce qui détermine l'usage, c'est vraiment de voir dans quelle langue la personne a le plus d'aisance. Donc, ce qu'il nous faut, idéalement, c'est de s'assurer que dans l'immigration économique, on ait une masse suffisante de personnes qui, spontanément, vont être meilleures en français. Et ça, peut-être que vous les avez dans votre système de déclaration d'intérêt. Pour moi, de l'extérieur, c'est difficile à dire. Mais je pense que dans le développement plus fin de la sélection, du plan d'invitation que vous allez faire, c'est vraiment ce que vous devez rechercher. Pour le PEC diplômé, il n'y aura pas un passage à travers le système de déclaration d'intérêt. Il suffira de rencontrer les critères pour être sélectionné. On imagine, en fait, de notre côté, que si quelqu'un a étudié en français, qu'il y aura un niveau d'aisance et un confort envers la langue française qui, en soi, sera aidant pour le fait français. Dans votre mémoire, vous proposez donc une nouvelle idée, une idée novatrice de gestion adaptative des niveaux d'immigration sur la base des résultats d'enquête sur l'utilisation du français au travail et dans l'espace public. Alors, moi, j'aimerais ça vous entendre sur le côté faisabilité de cette idée-là. Comment est-ce que vous voyez ça dans une perspective temporelle, ce que ça prendrait pour mettre ça en place et à quelle vitesse, avec quelle rapidité on pourrait se mettre à l'œuvre?
Oui. Alors, il y a peut-être des éléments techniques que vous maîtrisez. Il y a certainement des éléments techniques que vous maîtrisez mieux que moi. Ce que je comprends, c'est quand le moment où vous émettez votre CSQ et le moment où l'admission se passe, il peut quand même y avoir un bon délai. Hein? Je sais que le délai a varié aussi avec le temps, mais je pense qu'à partir du moment où les gens que vous allez sélectionner, selon les nouvelles règles, vont commencer à être admis, alors, à quel moment ça aura lieu? Ça va dépendre un peu à quel moment les décrets entrent en vigueur, puis ça va dépendre des délais fédéraux et tout. Mais si les gens commencent à être admis, dans 1 an, ou début 2025 ou fin 2024, je pense que dès à ce moment-là, vous pourriez aller les sonder avec une enquête qui n'a pas besoin d'être 25 000 personnes. Là, ça peut être 4 ou 5 000 personnes. Il faut voir développer un échantillon. Vous pourriez travailler avec l'Institut de la statistique qui ont cette expertise-là. Et je pense dès le début 2025, vous pourriez aller contacter les gens pour voir quelle langue ils utilisent en public. Évidemment, un argument qu'on pourrait faire, c'est de dire, bien, écoutez, les gens viennent d'arriver au Québec, est-ce qu'ils ont vraiment eu le temps d'opter pour le français ou l'anglais? Et là, la réponse que je te donnerais, c'est évidemment, comme on le sait tous, aujourd'hui, bien, la plupart des gens qui sont admis sont déjà au Québec. Et ceux qui ne sont pas déjà au Québec, bien, souvent, ils ont déjà une connaissance avancée, soit du français et de l'anglais, qui fait en sorte que dès qu'ils arrivent, bien, c'est déjà clair pour eux qu'ils vont fonctionner dans une langue ou dans l'autre. Des fois, ils ont déjà une offre d'emploi. Donc, les choses se placent quand même assez rapidement. Donc, je pense que ça nous donne la possibilité d'être agile. Donc, si vous arrivez dès le début 2025, vous commencez à questionner les gens en utilisant des méthodologies qui sont éprouvées. C'est pour ça que je ne propose pas non plus d'utiliser des indicateurs qui n'existent pas. Moi, il y a peut-être des indicateurs que théoriquement, je préférerais développer qui seraient meilleurs que ceux de Statistique Canada ou de l'OQLF, mais comme ces indicateurs-là existent, comme ils sont éprouvés, comme ça nous donne une base de comparaison, je pense que c'est pertinent de les reprendre parce que ça nous permet d'agir plus rapidement. Et là, dès 2026, comme je l'ai dit dans mes remarques introductives, vous auriez l'information en main pour savoir si vous êtes sur la cible, un peu en bas de la cible ou beaucoup en bas de la cible. Je pense que si vous êtes à 83 ou à 84, franchement, il n'y a pas d'enjeu, là. Mais si vous êtes à 60 ou à 62, franchement, c'est un signal d'alarme qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là, dans le mécanisme de sélection. Okay? D'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas des facteurs aussi qui pourraient influencer le comportement linguistique des personnes que l'on analysera et qui ferait en sorte qu'on prenne des décisions en matière d'immigration sur la base d'un comportement qui a été influencé par une diversité de facteurs, oui, en lien avec l'immigration, mais pas nécessairement non plus. Ça peut être le cadre de travail et tout le reste. Oui. Bien, c'est sûr que le principal facteur qui détermine dans quelle langue les gens vont fonctionner publiquement, c'est les compétences des gens. Okay? Donc, quelqu'un qui est beaucoup plus fort dans une langue va être naturellement porté à utiliser davantage cette langue. Et ça vaut aussi sur le marché du travail. Sur le marché du travail, vous avez intérêt à trouver un emploi qui vous permet de travailler dans la langue où vous êtes le plus fort. Hein, parce que quand vous travaillez dans la langue où vous êtes le plus fort, c'est plus facile de lire de la documentation, c'est plus facile de participer à des rencontres, c'est plus facile d'expliquer à un client vos produits, c'est plus facile de comprendre les besoins du client. Donc, le premier critère, vraiment, c'est vraiment le niveau relatif de compétences en français par rapport à l'anglais. Mais c'est sûr qu'au-delà de ça, il peut y avoir des dynamiques organisationnelles. Par exemple, si vous n'êtes pas très bon en anglais, mais vous tombez dans une entreprise où tout le monde est unilingue francophone, bien, la pression va être forte sur vous d'utiliser le français davantage. Donc, ou si vous avez un employeur qui a un leadership extraordinaire et qui réussit à imposer le français ou qui a des mesures extrêmement efficaces de francisation, bien, ça va vous encourager aussi à utiliser le français. Donc, il y a effectivement plusieurs facteurs qui sont à prendre en considération. Et ce que je trouve intéressant, en fait, dans l'approche que je propose, c'est qu'en fixant un résultat qui est explicite, une cible là, qui va être claire pour tout le monde, on se donne collectivement une obligation de résultat. Donc, ça vaut aussi pour les employeurs, parce que les gens qui vont parler français ou anglais en milieu de travail, ces gens-là, ils ont un patron, ils sont dans un environnement d'affaires. Donc, ça veut dire que le patronat, les employeurs ont aussi un rôle à jouer pour faire en sorte que collectivement, on atteigne le bon niveau. Si. Il nous reste peut-être une minute. Petite minute. Alors, je vous amènerai sur une recommandation que vous faites d'informer les personnes souhaitant s'établir au Québec, de même que les employeurs et les établissements d'enseignement, des exigences linguistiques propres à chaque profession. On imagine que c'est un grand chantier d'une grande complexité aussi. Donc, j'aimerais ça que vous élaboriez davantage sur cette...
Écoutez, il y a un projet qui est en cours entre l'Université de Montréal et le ministère de la langue française, qui est un projet qui était piloté chez vous précédemment par le professeur Christophe Chénier, là, qui est expert en docimologie. Et ce qu'ils sont en train de faire, en fait, c'est qu'ils regardent la classification nationale des professions, qui décrit, je pense, quelque chose comme 500 emplois, et ils font le lien avec l'échelle des niveaux de compétences en français, qui va de 1 à 12. Donc, pour chacun des emplois, 500 emplois, on essaie d'établir un niveau précis. Alors ça, je pense que c'est important parce que je pense qu'il y a beaucoup de confusion par rapport à c'est quoi le niveau exact de français que l'on a besoin pour travailler dans tel ou tel domaine. Je pense qu'il y a beaucoup de confusion. Les gens ne sont pas habitués de penser dans ces termes-là et je pense qu'il y a beaucoup de personnes immigrantes qui arrivent et qui parfois vont avoir tendance à sous-estimer quel est vraiment le niveau dont ils vont avoir besoin pour être pleinement performants. Des employeurs aussi peuvent avoir tendance à le sous-estimer. Donc, à mon avis, on aurait plus de transparence. Merci. On en dit des choses en 50 secondes. Oui, merci, Madame la ministre. Alors, je me tourne maintenant du côté de l'opposition officielle avec, je présume, le député de Néligan pour une période totale pour votre banquette de 8 minutes 24 secondes. La parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai plein de questions. Donc, si on peut, nous deux, moi, je vais raccourcir mes questions, vos réponses. Premièrement, je tiens à saluer la qualité de votre mémoire. Une dizaine d'articles de recherche scientifique. Statistique Canada, OQLF, ministère, c'est très bien documenté, bravo. Je vais avoir des questions dirigées sur uniquement le point 3.4 qui touche l'immigration temporaire. Ouais. C'est presque 2 pages. Nous sommes invités en consultation pour 2 scénarios. OSSA 40 000, OSSA 50 000. Moi, j'aimerais bien vous entendre aujourd'hui sur l'autre scénario qui est absent, les immigrants temporaires. Je voulais voir si vous avez très bien détaillé. Vous avez très bien détaillé. J'aimerais vous entendre sur le PTET. Désolé parce que c'est très long. PTET, PMI, PMI. J'aimerais bien vous entendre sur les autres intrants qu'on ne contrôle pas. Parce que si on veut s'assurer de l'usage de la langue française, on ne peut pas juste voir l'immigration permanente aujourd'hui. Depuis tout à l'heure, ce que vous avez dit qui est excellent, on le contrôle déjà avec des déclarations d'intérêt. Il y a quelque chose qu'on ne contrôle pas du tout. C'est tout ce qui touche l'immigration temporaire. C'est 340 000 en 2023. Vous me demandez une réponse courte? Hein? Non, pas une réponse courte sur ça. Non, sur ça, allez-y. Tout à fait. Alors, rapidement. À mon avis, c'est sûr que le fait d'émettre un CSQ, de reconnaître quelqu'un pour la résidence permanente, pour moi, c'est quand même une action qui est lourde de conséquences. Donc, quand on admet la personne, elle va pouvoir rester 40, 50, 60 ans, le reste de ses jours au Québec avec ses proches. À mon avis, il y a là quand même un poids, une décision qui a un poids vraiment particulier. Et c'est important, c'est vraiment le seul moment où on peut vraiment avoir un réel contrôle. Il ne faut pas qu'on se trompe. Mais vous avez raison, l'immigration temporaire a pris des proportions qu'on n'aurait pas imaginées il y a quelques années. Et comme je l'ai mentionné dans mon rapport annuel, c'est sûr maintenant, avec les nombres que l'on voit, forcément, il y a un impact sur la dynamique linguistique. On sait que parmi l'immigration temporaire, il y a un usage de l'anglais qui est encore plus important qu'au sein de l'immigration permanente. Moi, à mon avis, ça prend une discussion de fond, vraiment, là, sur l'immigration temporaire. Et je vais même dire, je vais aller plus loin, je dirais que ça prendrait au moins 3 discussions de fond. Ça prend une discussion de fond sur la question des demandeurs d'asile et l'accueil des réfugiés, parce que même s'il y en a beaucoup qui adoptent le français, il y a quand même un défi qui demeure et ça interpelle la responsabilité fédérale et la gestion fédérale du système. Il y a un deuxième débat qu'il faut avoir qui porte vraiment sur la question des étudiants étrangers et les permis post-diplôme, parce qu'on sait que c'est une catégorie où, en raison de la place des institutions anglophones au Québec, on a 40 à 45 % des gens qui étudient en anglais, on a 92 à 93 % des étudiants à l'échelle canadienne qui étudient en anglais. Donc, c'est sûr que c'est difficile par la suite de faire valoir le français sur le marché du travail. Ça, c'est une deuxième discussion. La troisième que vous proposez, c'est vraiment sur les travailleurs temporaires et les PMI. Et là, mon problème, c'est que j'ai beaucoup de difficultés à m'y retrouver et j'ai beaucoup de difficultés à trouver des gens qui sont capables de m'expliquer où on est. Je vous partage une histoire. Il y a des gens qui ne se qualifieront pas dans les programmes du Québec et ils vont utiliser le PMI pour venir au Québec. Parce que vous avez vu le niveau de français qu'on demande au PMI? Donc, c'est là où on dit qu'on est en contradiction avec un gouvernement qui se dit vouloir protéger la langue française. Vous êtes probablement la personne la plus habile à venir aujourd'hui en commission parlementaire nous dire vous faites fausse route. Pourquoi on fait fausse route? Parce qu'au lieu qu'on parle de 40 000, de 50 000, j'aurais aimé prendre le temps nécessaire en tant que société et dire que le français est très important pour nous
Mais comment on va le faire concrètement? Il y a tellement d'intrants. Vous connaissez c'est qui ces intrants? D'ailleurs, on se perd dans les intrants. Mais est-ce que vraiment on contrôle ce qui se passe par rapport à l'usage de la langue française avec l'ensemble des programmes qu'on ne contrôle pas du tout? Oui. Écoutez, je ne peux pas vous donner tort. Il y a eu une évolution au cours des dernières années qui n'est pas québécoise, qui est canadienne, où il y a eu des nouveaux permis qui ont été créés, des nouveaux programmes qui ont été créés, de nouvelles exemptions qui ont été créées. On sait qu'il y a des enjeux de gestion des données, des statistiques aussi au sein du gouvernement fédéral. La possibilité justement de recouper, de découper les données pour voir ce qu'il en est de la question du français, c'est extrêmement difficile. Et on a un changement en ce moment dans les politiques d'immigration. Certains ont qualifié ça de création d'un système à 2 étapes qui peut avoir un sens. Il y a des raisons pour lesquelles, par exemple, on favorise les étudiants qui ont étudié ici pour leur donner une voie d'accès rapide. Il y a des raisons qui sont bien établies. Mais on est en train de créer un système qui n'a pas beaucoup de lisibilité, ni pour les décideurs, ni pour les personnes immigrantes elles-mêmes. Donc, ça cause des questions. Moi, j'ai écouté les consultations hier, j'ai vu des gens qui sont venus porter des témoignages. On voit que ça crée des dilemmes et des tensions qui sont plutôt de nature socio-économique aussi, des questions d'équité, des questions de justice, mais il y a aussi des questions pour le français. Et moi, j'aimerais pouvoir avoir un examen vraiment détaillé de ça. Mais M. Dubreuil, vous êtes quelqu'un qui fait beaucoup de recherches. Hier, vous avez entendu des témoins qu'au Québec, il y a de l'esclavagisme. Un représentant des Nations Unies, il est venu au Québec. Il a parcouru le Canada. Et il est venu au Québec pour faire des entrevues directes avec des personnes concernées. Cette consultation, on ne parle pas assez, pas uniquement des enjeux sociaux. Aujourd'hui, avec vous, vous ramenez un autre élément. Hier, les membres de la Commission étaient confrontés à une réalité qu'on n'a pas vue avant. Moi, je l'ai vu parce que je suis allé voir et rencontrer des travailleurs temporaires étrangers. Mais ce que j'aimerais bien avoir avec vous, parce que vous êtes la personne la plus habile à le faire, à part qu'on fait fausse route au niveau de la francisation et au niveau de l'usage du français, c'est que ce scénario, moi je l'appelle le scénario 3, qui est le grand absent de cette consultation. La ministre ne propose 2 scénarios, 40 000, 50 000, depuis le début. Et je suis content qu'il y ait des journalistes dans la salle. Les deux, 50 000, 60 000. On fait fausse route parce que le débat sur les seuils, ce n'est pas le vrai débat qu'on doit avoir aujourd'hui. Le vrai débat, si notre intérêt est la promotion de la langue française, qui est en déclin, on fait fausse route parce que le 3e scénario est absent, à savoir les travailleurs temporaires étrangers. Est-ce que vous partagez avec moi cette affirmation? Alors, je vais peut-être simplement revenir sur le point que je mentionnais. Je pense que la situation chez les personnes temporaires, pas juste les travailleurs étrangers temporaires, aussi les étudiants et les demandeurs d'asile, ce sont des questions qui méritent un examen approfondi. Cela dit, je reconnais aussi quand même qu'à partir du moment où on émet un CSQ, où on accorde la résidence permanente, il y a quand même un élément supplémentaire qui se présente et qui, à mon avis, peut être considéré. Mais vous savez que c'est dangereux, parce qu'un travailleur temporaire étranger peut continuer à travailler dans sa langue, peu importe, espagnol, anglaise, pendant plusieurs années. Absolument. Vous venez nous dire qu'on doit améliorer l'usage du français au milieu de travail. Attendez, le CSQ, là, c'est plus tard. On parle d'améliorer l'usage de la langue française maintenant. À moi, si vous me dites que vous êtes à l'aise, que dans des environnements de travail, on laisse aller, ça mérite une 2e, 3e langue. C'est pas ça le problème. Vous êtes le protecteur de la langue française. Absolument. Mais je reconnais, je réinsiste sur le point, il y a un enjeu. Il faut absolument considérer la situation chez les personnes temporaires pour se donner une approche cohérente. Donc le 3e scénario qui est absent, vous en dites quoi? Écoutez, je pense que ça mérite. On peut quand même discuter aussi de la question des seuils, mais c'est sûr que pour avoir le point de vue global, idéalement, on aurait un ensemble de politiques qui serait cohérent. Je pense qu'aujourd'hui, la façon dont les choses ont évolué, pas juste au Québec, au Canada, on voit de moins en moins la cohérence entre les approches par rapport au temporaire, puis comment ça s'insère par rapport au permanent. Il y a cette tension-là qu'on observe dans les politiques à l'échelle canadienne aujourd'hui. Le temps est parti à l'opposition officielle est terminé. Je me tourne maintenant du côté de la 2e opposition avec le député de Saint-Henri-Sainte-Anne. Vous avez une période de 2 minutes 48 secondes. Le temps est à vous. Merci beaucoup. Merci pour votre présentation. Merci pour votre mémoire. Je l'ai lu avec attention. La place du français, moi aussi, dans l'immigration économique, me préoccupe grandement. C'est quelque chose qu'il faut vraiment travailler et étoffer.
Vous avez mentionné de confiance sur certaines mesures, 2 mesures là, qui sont modifiées ou dans les propositions des différents programmes. Je me pose la question, cela dit, si vraiment ces mesures-là vont apporter une différence. On parle du PEC étudiant tel que réformé. On réforme le PEC étudiant en retirant l'exigence d'1 an de travail après le diplôme. Donc, il n'y a pas de lien vraiment. Le diplôme est acquis. La question, c'est est-ce qu'on retire 1 an ou on garde 1 an de travail après? Pour moi, il n'y a pas d'impact direct sur le fait français dans cette réforme-là. De l'autre côté, juste pour finir, on fonctionne depuis 2019 avec un système d'invitation pour notre programme régulier temporaire. On a toujours choisi depuis 2019 en amont, avec des gens qui font une déclaration d'intérêt, on les a choisis. Le ministère les a choisis. Et encore aujourd'hui, en 2023 ou en 2024, quand ça va être établi, on va encore les choisir. Bref, la grille a peut-être changé un petit peu, mais en amont, ça a toujours été le MIFI qui décidait ou qui déterminait à qui envoyer une invitation. Alors, la question que je me pose, c'est, moi, je ne suis pas certain que je suis confiant que ces 2 mesures-là modifiées vont réellement avoir un impact puis vont vous permettre d'accomplir vos cibles. Je le souhaite. C'est mon souhait profond. Mais je ne suis pas sûr que ce sont 2 mesures structurantes. Et moi, je pense que la place, justement, qu'on va donner à la francisation des temporaires, et ça doit être notre première priorité, ça doit être que tous les résidents temporaires, une fois arrivés au Québec, commencent leur francisation. Il ne devrait plus y avoir personne au Québec qui travaille ou qui étudie, qui n'entendent pas, qui ne commencent pas à s'initier au français tout de suite. Et les entreprises vont être des participantes, des aides dans ça. Francisation payée en entreprise sur les heures de travail. Cours de français dans les institutions anglophones postsecondaires. Je pense qu'on doit aller dans des mesures structurantes, plus fortes que de faire ce qu'on faisait déjà, c'est-à-dire choisir déjà comme on choisit encore, ou enlever 1 an d'expérience de travail pour des gens qui se qualifiaient de toute façon. À mon humble avis, on doit aller plus loin. Tu as 30 secondes. Oui, sur le PEC, en fait, la grande différence vient par rapport à l'admission des personnes qui ont étudié en anglais ou non. Hein, je pense que c'est vraiment là que l'impact, on peut aller le chercher. Pour ce qui est du système d'invitation, c'est sûr que si on met un minimum de niveau 5 pour inviter les gens, ça vient quand même exclure une partie des candidats qui avaient très, très peu de chances d'opter pour le français. Sur la question de la francisation des temporaires, j'entends bien ce que vous dites et en principe, je suis d'accord. Par contre, ce que je voudrais simplement mentionner, c'est que les coûts de la francisation... Merci beaucoup, M. Dubreuil. Malheureusement, c'est tout le temps. Alors, calculez bien vos questions, s'il vous plaît. Je me tourne maintenant du côté du député de Matane pour une période de 2 minutes 48 secondes. La période est commencée. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Commissaire, bienvenue à l'Assemblée nationale. J'ai bien pris note de votre intervention du début juin. Quant à vos premiers constats, 2 en particulier m'intéressent. Vous dites que le nombre d'immigrants temporaires, son explosion du nombre d'immigrants temporaires entraîne des répercussions importantes sur la situation du français. On est à plus de 300 000. Il pourra en rentrer 100 000 par année qui s'additionnent. Or, toutes les discussions jusqu'à maintenant, le gouvernement a choisi d'occulter cette question-là. Parfois même en ironisant lorsqu'on pose des questions. Pourtant, ces personnes-là sont ici. Je ne sais pas pourquoi on choisit de ne pas en parler. C'est très important. L'autre question. Vous dites que l'utilisation de l'anglais dans l'espace public est étroitement liée pour les allophones et les francophones au fait d'avoir étudié dans un cégep ou une université anglophone. Régulièrement, les différents ministres apprécient placer sur leur compte Twitter qu'ils ont rencontré le premier ministre et que c'est pour s'assurer de la fin du déclin du français. Je suggère bien humblement, avec bien d'autres depuis longtemps, que le cégep en français est une mesure nécessaire. Le premier ministre nous a dit qu'on était des extrémistes. Ça inclut Guy Rocher, je me trouve en bonne compagnie. Est-ce que ce que vous nous dites, notamment chez les allophones, c'est que le fait de socialiser en anglais à l'âge adulte a un impact considérable sur les habitudes linguistiques pour la suite des choses? C'est sûr que le fait de passer plusieurs années dans un établissement d'enseignement postsecondaire, dans une langue, ça permet d'approfondir les compétences dans cette langue. C'est sûr que quand ensuite on est plus fort dans une langue, bien, la propension, la disposition à l'utiliser est plus grande. Vous savez, pour être admis dans une université anglophone un peu partout sur la planète, là, ça prend l'équivalent du niveau C1, hein, donc niveau 9, là, selon notre critère, où des fois on baisse un peu, on met des 8 forts, hein, un B+ fort. Donc, c'est quand même un niveau assez élevé qu'on demande aux gens, même pour s'inscrire dans une université anglophone. Ensuite, quand les gens ont fait 4 ans de cours d'études en anglais, ils ne sont plus au niveau 8 ou 9, là, ils sont rendus au niveau 10, puis les meilleurs vont peut-être être rendus au niveau 11. Donc,
Monsieur le commissaire, comme on est moins sur l'enseignement supérieur en ce qui nous concerne, je vais profiter du fait qu'on est sur l'immigration. Oui. Donc, je vais isoler les francophones de l'équation. Mais je vais suggérer à la ministre que pour les allophones, il y ait cette volonté qui se dirige vers les universités en fait, sur les collèges francophones. Je pense que la ministre peut, elle, à travers les outils qu'elle a, dire, bien, c'est une mesure qui est validée, ce n'est pas l'opposition qui le dit, c'est le commissaire qui le dit. Il n'est pas trop tard pour le faire et on pourrait décider de commencer par faire cette expérience-là. Les enfants de la loi 101, c'est juste en français. On est les seuls à défendre ça. Québec solidaire ne défend pas ça, le Parti libéral. Merci beaucoup. Le temps s'est écoulé. Monsieur le commissaire, merci beaucoup pour l'apport à nos travaux. Je suspends quelques instants le temps que le prochain groupe s'installe. Merci.